Alors, réfléchir à la question de l'intimité quand on s'intéresse à celle de la sexualité et de la vie affective, c'est une bonne entrée en matière. Euh, L'intimité, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir vivre et une vie intime, et une vie affective, et une vie sexuelle. En fait, il n'y a de possibilité d'accéder à une vie affective tournée vers les autres et une vie sexuelle que si on a la possibilité d'accéder à l'intimité. L'intimité, c'est quelque chose qui se construit, qui se conquiert, et moi j'aime bien la définir comme la capacité à être seul. En fait, pour pouvoir vivre dans l'intimité, il faut être suffisamment construit pour ne pas avoir besoin de l'autre et pouvoir se tourner vers un autre à l'occasion, qu'on découvre ici, non plus comme un protecteur, mais comme quelqu'un qu'on peut rencontrer dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que l'intimité, ça permet véritablement d'accéder à des modes de pensée et de comportement qu'on ne s'autorise pas sous le regard de l'autre, encore moins sous le regard des parents. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se construit. Pour accéder à une intimité, il faut accéder à des espaces où on n'est pas sous le regard de l'autre. Et il faut pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une fuite du regard de l'autre, c'est une capacité de s'en passer et à rester soi-même en l'absence de ce regard. Oui, alors la question annexe à celle de l'intimité, j'évoquais les éléments de relation, ça amène à s'interroger sur ce que c'est qu'une juste relation. Alors, je ne sais pas si ça existe une juste relation, parce que, en effet, ça dépend du contexte, des circonstances et des personnes avec qui on est en relation. Là aussi, c'est quelque chose qui se construit. Et on découvre au fur et à mesure de la vie comment on peut se comporter avec les uns et avec les autres. Alors, dans mon expérience, qui est assez ancienne, j'ai eu la chance, moi, d'observer une évolution extrêmement sensible et conséquente auprès des personnes en situation de handicap. Et moi, j'ai pu m'occuper de personnes assez lourdement handicapées aussi. Et globalement, on est passé d'une situation de dépendance extrême, pas si lointaine que ça, en tout cas il y a une trentaine d'années, et peut-être même encore une vingtaine d'années, on avait affaire à des personnes qui étaient considérées comme des enfants, et dans la distance qui était mise en place, eh bien, c'est celle qui restait la plus importante. En fait, globalement, on considérait que les personnes en situation de handicap étaient quelque part comme des enfants, et on les traitait comme tels, ce qui fait que la distance qu'on observait avec elles était une distance très, très courte, avec cette confusion qu'il pouvait y avoir entre la proximité et la protection. Ce qui donne parfois des idées assez fausses aujourd'hui de ce qu'est la vulnérabilité. Et donc, on part du principe qu'on a affaire à une vulnérabilité aujourd'hui, comme hier, on considérait qu'on avait affaire à des enfants, et même à d'éternels enfants. Le fait de ne plus considérer les personnes en situation de handicap comme d'éternels enfants a apporté des modifications tout à fait importantes, observables. Et la première caractéristique qu'on peut observer, c'est l'apparition progressive et assez rapide aujourd'hui, qui s'est généralisée, de phénomènes adolescents. C'est-à-dire, il y a 20 ans, 30 ans, on ne parlait pas du tout d'adolescence chez les personnes en situation de handicap, puisque c'était d'éternels enfants. Aujourd'hui, on observe de vrais phénomènes adolescents à un âge cohérent. Ce qui veut dire que ce qui a changé avec l'environnement, c'est les capacités de construction, de structuration psychique des personnes handicapées elles-mêmes. Et justement, la juste distance est tout à fait liée avec cette question. Une distance de trop grande proximité qui entraîne une conception de personnes fragiles et une protection qui est souvent une surprotection empêche
la structuration psychique et partant la structuration affective. On pouvait dire à une certaine époque que certaines personnes en situation de handicap étaient affectueuses, par exemple. Or, elles étaient plutôt démonstratives dans un registre inapproprié, qu'on pensait être lié à la situation de handicap. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas lié à la situation de handicap, mais c'est lié à une forme éducative ou à une absence de forme éducative, à une absence de croyance en la capacité à se structurer des enfants eux-mêmes et des personnes que ces enfants deviennent. Donc la juste distance, elle est effectivement tout à fait importante et elle rejoint la confiance en la capacité de l'autre à se développer et à prendre les risques inhérents à la vie. Pas forcément des risques disproportionnés. Ils peuvent apparaître comme disproportionnés, mais le sont-ils? En tout cas, des risques qui sont ceux de la vie. Pour vivre, effectivement, il faut se frotter à la réalité et vivre sûrement des expériences qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être douloureuses, ce qui est autre chose que des expériences positives, parce que des expériences douces peuvent ne pas être positives et des expériences douloureuses peuvent être positives. Donc la juste distance, c'est peut-être essentiellement celle qui laisse de l'espace à l'autre pour faire ses expériences et se construire. Et c'est quelque chose qui s'éprouve, qui évolue au fil du temps, mais qui évolue toujours dans la même logique, celle de libérer l'autre d'une relation protectrice qui est normale au début, pour arriver à une relation affectueuse, distanciée. En fait, pour pouvoir accompagner un enfant qui grandit, il faut renoncer à sa place de parent trop préoccupé. La juste distance, c'est celle qui permet de sortir d'une préoccupation excessive pour s'ouvrir à une confiance faite et la confiance véritable de la capacité de son enfant à vivre des épreuves. Et parfois même dans les conceptions parentales, à survivre à des épreuves. Mais ça, c'est justement une histoire de représentation. Il est rare que ce soit vraiment le cas. Oui, le rôle des parents dans l'acquisition de la perception de la juste distance pour l'enfant en situation de handicap, elle découle essentiellement des expériences et des éprouvés qui se passent en famille. Et idéalement, ce qui est rarement simple, c'est de pouvoir retrouver une spontanéité avec son enfant. Et quand on en a plusieurs, c'est d'être au plus proche de la manière d'être avec les autres enfants auprès de l'enfant en situation de handicap. En fait, ce qui trouble un enfant et une personne en situation de handicap, c'est de découvrir qu'on se comporte avec lui différemment de ce qui se passe avec les autres enfants. C'est une véritable interrogation et c'est une interrogation qui ne peut pas être mobilisée si l'enfant considère que c'est du fait de son handicap qu'il est traité comme ça. Or, on le sait maintenant, justement, sur les effets sur le développement, le handicap n'empêche pas de se construire, n'empêche pas de se structurer et n'empêche pas de tirer profit des expériences. Donc la juste distance, c'est celle qui existe en fonction des codes sociaux, avec la liberté d'avoir des codes sociaux internes à la famille. Autrement dit, de manière extrêmement concrète, ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut se comporter d'une manière inadaptée. Et c'est important de pouvoir dire à son enfant, si ton handicap entraîne une certaine pénalité dans certains domaines, il ne te donne pas le droit d'interférer dans des domaines que tu dois respecter, et notamment dans le domaine de l'affectivité. Tu dois respecter tes parents, tu dois respecter tes frères et sœurs, et tu dois respecter les autres. En fait, la bonne distance, elle s'établit dans toutes les relations. Et quand on parle de sexualité, et si on parle de relations sexuelles, il ne faut pas oublier que des relations sexuelles sont des relations spécifiques, spécialisées, mais que pour avoir des compétences dans les relations sexuelles, il faut des compétences dans les relations.
Donc les éléments de développement relationnel sont primordiaux. Il faut impérativement les développer en fonction de ces valeurs. Et ces éléments-là sont les seuls qui permettent à l'enfant d'avoir des points de repère durables. Mais il faut les prendre et les répercuter au fil du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils interviennent très tôt. Il n'y a aucune raison d'être particulièrement plus démonstratif avec un enfant en situation de handicap qu'avec un autre. Il vaut mieux être dans la démonstration qui est celle qu'on a avec les autres enfants. Et il n'y a aucune raison qu'un enfant en situation de handicap soit plus démonstratif sur le plan de l'affectivité qu'un autre. En fait, il doit repérer les codes, mais les codes sont d'autant plus repérables et respectés qu'ils sont cohérents. Pour qu'ils soient cohérents, il faut qu'ils concernent tout le monde. Donc la réponse à cette interrogation-là du rôle parental, eh bien c'est ça, mais c'est essentiellement en acceptant l'idée que l'enfant, bien qu'il soit handicapé, construit sa vie en fonction des expériences qui lui sont possibles. Et donc ouvrir le champ des expériences, dont le champ de la solitude, dans la question de l'intimité, c'est essentiel pour apprendre la bonne distance. Apprendre la bonne distance, c'est à un âge où c'est possible, découvrir qu'on peut exister sans être en permanence sous le regard de l'autre. En fait, il faut pouvoir échapper au regard de l'autre et à la perception que l'autre nous contrôle pour pouvoir accéder à une expérience personnelle qui s'appuie sur ce que les autres nous apportent, mais que les autres ne peuvent pas vivre à notre place. Donc la bonne distance pour les parents qui veulent que leur enfant ait une bonne distance, c'est celle-ci, celle qui permet d'accepter l'expérience et la prise de risque. Un bon contexte affectif facilite les choses quand même, donne une sécurité importante.